Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 54e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Reynaldine, avec laquelle on a parlé de ses inspirations, de son parcours et du livre qui est actuellement en campagne Ulule, Embrasser l'autre rive. On a aussi abordé des thèmes qui touchent à l'écriture, comme le rapport au temps, le rapport au rêve, ou le fait d'être bien entouré pour avancer. Je vous souhaite un très bel épisode et je vous dis à bientôt. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Ouais, puis plus tu te professionnalises, plus tu perds en spontanéité. Tu vois, ça, je le sens aussi. Moi, enfin, je le sens aussi sur les réseaux. Tu vois, moi, j'ai complètement changé la direction artistique de mon fil Instagram. Et Ouais. c'est beaucoup mieux parce que c'est confortable pour s'adresser aux autres, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à retrouver vraiment l'authenticité qu'il y avait au tout début. Vraiment Mm. tu vois, enfin, je tenais beaucoup à l'humour, par exemple, et depuis que j'ai ma nouvelle DA, l'humour, il est moins présent. Parce que j'ai pas encore réussi à Ah. trouver un moyen de l'intégrer. Et Dans le cadre plus, enfin, pas pro, mais ouais, plus propre, quoi. c'est quoi qui le rend difficile à intégrer? Bah, avant, j'écrivais trop, mais vraiment beaucoup trop. Ok. Et j'ai l'impression que cette marge que je m'accordais de texte, etc., ça me permettait de glisser de l'humour, en fait, beaucoup. Tandis que Ok. maintenant, je resserre vraiment au minimum, en fait, et du coup, c'est beaucoup plus lisible, mais il y a ça qui est plus trop là. Ok. Parce que moi, je trouve effectivement ton nouveau feed, franchement, il est top. Je, j'ai cru comprendre que toi, tu avais aussi choisi de bien t'entourer à peu près sur tous les pans qui fait l'aventure d'un auteur. Et ça, c'est Mm. hyper inspirant d'ailleurs. Mais moi, je trouve que quand même dans tes posts, on sent qu'il y a un peu de. Alors effectivement, je dirais pas qu'il y a de l'humour ou ce genre de choses, genre en mode brut, mais je sens qu'il y a une petite vibe pétillante quand même, tu vois. Ouais, bah Et, tant mieux, ouais, tant mieux. ouais. Et c'est vrai Et que ouais, je me suis c'est. vachement entourée, t'as raison. Ça, c'est un truc. Ouais. Mais on en reparlera plus, je pense, mais enfin, pour moi, je suis mon propre laboratoire, si tu veux. Parce que vu que j'ai envie de créer, de permettre quelque chose comme ça, de permettre à des auteuristes de s'entourer, bah, je me dis, moi, je veux le vivre déjà pour voir ce que ça m'apporte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je partage ton avis. Et ce qui est bien, je trouve, c'est de dire qu'on est entouré. Parce que je sais pas pourquoi. Alors, je trouve que c'est de moins en moins vrai, mais parfois on a un peu ce côté de dire, putain, faut pas trop dire que j'ai été aidé parce que, je sais pas, ça peut renvoyer une image. Bah, alors qu'en fait, c'est trop bien. Genre, évidemment que t'es pas un expert dans tous les domaines que compose une vie ou une aventure entrepreneuriale que ça soit, enfin, de toute façon, un livre en auto-édition est un peu une aventure entrepreneuriale. Ouais, Et c'est clair. il y a plein de gens qui savent faire plein de trucs. C'est dommage de pas en profiter, tu vois. Et Ah bah, donc, je suis ouais. tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'adore en parler. J'adore Mm. parce que je trouve que je me suis entourée que de gens hyper talentueux. Enfin, là-dessus, je regrette aucun de mes choix. Bien au contraire, tu vois, ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je croyais. Et du coup, c'est sincère, tu vois, j'ai trop envie de les mettre dans la lumière. Et puis, je trouve que Ouais. ça retire rien à ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai écrit le roman. Donc, j'ai fait mon travail d'autrice. Et après, je laisse les autres faire leur travail. Tu vois, par exemple, bah, la couverture, c'est une graphiste qui, avec son talent, a su exprimer l'univers que moi, j'avais mis dans le roman. Et puis, la partie direction artistique, bah, là, je fais un coaching en fait sur la partie marketing. En fait, c'est mes mots, c'est mes sentiments, mais c'est juste, j'apprends à les exprimer quoi, de la bonne manière. C'est pas Ouais. quelqu'un je me fais pas ghostwriter, tu vois, sur ma ligne éditoriale. C'est pas du tout ça. Mm. Ouais, totalement. Et c'est Mm. vrai que la valeur de l'accomplissement se mesure pas au fait que tu l'aies fait tout seul ou pas. Et même, c'est pour le coup une croyance un peu limitante euh, qui, qui est que si tu fais pas les choses tout seul, elles ont moins de valeur. Mais
Hmm. c'est bien de faire les choses aussi, d'accomplir ses rêves, c'est bien. Donc c'est dommage de se priver parce que souvent c'est un peu d'ego, mais Ouais, il y a un peu plein de trucs. Il y a un peu d'ego, il y exactement. a un peu de moyens aussi. C'est clair, hein, l'aspect Oui, finance, alors oui, bien sûr. tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment le prochain sujet que je vais explorer là, de manière très transparente. Parce que, bon, déjà, nous, on a une culture française fait qu'on a beaucoup de mal à aborder ce sujet, l'argent, C'est vrai. et puis dans le monde des autoristes, c'est aussi un peu tabou. En tout cas, dans le secteur auto-édition, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. De quel budget et tu vois, moi, par exemple, je me rappelle très bien, on avait fait donc j'ai fait une conférence des auteurs avec l'ICAR, l'organisme qui m'a formée, Ouais, et j'avais posé une question en salle de conférence en disant, bah, à ce moment-là, tu vois, j'étais à la fin de mon premier jet post-bêta lecture, et je sentais qu'il fallait que ça aille plus loin, en fait, que c'était pas suffisant, que ça passerait jamais les portes, par exemple, d'une maison d'édition. Ça, je le savais. Et j'avais demandé si il était pertinent de s'entourer d'un bêta pro. Et la réponse qu'on m'avait eue, c'est non, enfin, qu'on m'avait donnée, pardon, c'était bah non, franchement, limitez vraiment vos frais. Parce que en gros, ça vaut pas le coup, c'est le taf d'une maison d'édition. Ok, je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, vu la concurrence qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont conscients que sans une bêta pro, ben, tu passes pas tes limites. Et plus que ça, bah, moi, je me suis dit, mais attends, mais une bêta professionnelle, c'est l'occasion de me former, en fait, de progresser énormément. Et tu vois, j'ai choisi de passer par une bêta avant même de choisir l'auto-édition. En gros, on m'avait dit, si tu choisis l'auto-édition, oui, là, c'est normal. Mais moi, j'ai fait ce choix d'investissement avant de choisir l'auto-édition, parce que je me suis dit, mais mon manuscrit, je veux l'emmener vraiment beaucoup plus loin et je veux apprendre, en fait, qui pêche dans mon écriture, parce que ça va me servir pour tout le reste. Euh, et mm, récemment, tu vois, j'ai pu échanger avec une autrice qui avait tout à fait le même point de vue. Et j'étais là, ah, ça fait du bien en fait de sortir de ce côté culpabilité de j'ai mis de l'argent, c'est-à-dire que je suis pas tout à fait un auteur accompli parce qu'il a fallu que, avant même de soumettre mon manuscrit, que je le fasse aller plus loin, quoi. ouais. C'est, en vrai, t'as évoqué plein de sujets extrêmement intéressants. Euh, et celui qui me touche le plus, c'est celui de dire, euh, alors déjà, tu pourrais la définition d'auteur accompli, tu vois, est pas forcément liée au fait d'aller publier en maison d'édition. Non, D'ailleurs, je crois que t'avais partagé quelque chose en ce sens-là, justement. Et ça, je trouve qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler souvent que maintenant, on a la chance de pouvoir faire plein de choses de très belle manière. Et après, l'autre, c'est finalement, c'est un peu une partie marketing de moi qui dit ça, tu vois. Mais c'est quoi le prix d'un rêve, tu vois? Si t'as mm, envie d'avoir le livre que t'as toujours eu envie d'écrire entre les mains, quel est le prix que t'es prêt à mettre? Et, euh, et quelque part aussi, c'est important de se poser ces questions-là, d'être aligné en fait, de faire les choses en conscience, tu vois. Il s'agit pas de lancer des billets à droite à gauche comme ça en se disant peut-être, mais de réfléchir à dire ok, de quoi j'ai besoin pour avoir ce dont je rêve entre les mains. Ça, à mon sens, c'est important. Et il y a autre chose, voilà le dernier point, c'était le côté bêta lecture professionnelle. En fait, quand tu fais appel à du coup, un pro et que tu payes, le rapport avec la personne n'est pas du tout le même. Parce que tu peux te permettre de dire bah ça me plaît, ça me plaît pas. Alors évidemment, c'est toujours des discussions qu'il faut avoir dans le respect, dans la bienveillance. Ça change pas que tu payes ou que tu payes pas, tu vois. Le fait de payer t'autorise pas à traiter les autres comme un chien, quand même. mm. Parenthèse importante à mettre. Mais ça te donne, t'avances avec beaucoup plus de confiance. C'est beaucoup plus facile, tu vois, parce que un bêta lecteur que tu paierais pas, bah tu peux pas vraiment lui dire ah bah ouais mais j'aimerais bien que tu me fasses ton retour vraiment vite là. Enfin, tu vois, enfin, tu le payes pas, donc quelque part, c'est Non, 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 difficile mais de t'as se raison, permettre de mettre c'est des pas une limites. relation professionnelle. C'est pas une relation professionnelle. Et puis souvent, ton bêta lecteur, bah, il y a aussi, toi, souvent, c'est de la bêta croisée. Tu lis le roman et on lit le roman C'est pour vrai. toi. Il y a forcément un rapport qui est un peu moins distancié qu'avec une bêta pro. Euh, donc, enfin, tu peux pas en retirer la même chose. Tu en retires énormément de choses. Il y a des gens qui font ça très bien. Tu vois, moi, en ce moment, je suis bêta lectrice et je prends mon rôle, mais hyper à cœur. Mais je me sens aussi portée dans ce rôle parce que je le fais pour quelqu'un que j'admire et que j'adore.
Et du coup, je sais que mon Mm. jugement, il est peut-être un peu biaisé. J'essaie de m'en distancer au maximum, mais tu vois, je sais que c'est présent. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, tu vois, sur le prix du rêve, il y a ça, et moi, je vois ça aussi comme un investissement. Quand tu considères que Oui, tout ton budget, écriture, roman, c'est, c'est un investissement, tu le vois de manière tout à fait différente, je trouve. Que tu t'écartes du c'est côté, vrai. oh, je suis en train de lâcher de l'argent dans le vide. Parce que bien sûr, un Ouais, premier c'est roman, vrai. ça te rapportera pas d'argent. Mais c'est de Ouais, l'investissement. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup plus positif quand on est comme ça. Ouais. Ouais, bah disons que Et du coup, c'est... Excuse-moi, je voulais pas te couper. non, non, t'inquiète. Et du coup, ton roman, euh, que du coup, tu as auto-édité et avec lequel tu t'es fait aider dans plein de domaines, il sort bientôt, si je dis pas de bêtises. Enfin, la Alors, campagne, c'est ça. ouais, la campagne Ulule, elle démarre le 6 octobre. Ouais, ouais. Je sais pas à quel moment Ah, ça c'est cool. sortira l'épisode de podcast, mais tu vois, la campagne Ulule, c'est le 6. Et ouais, ça, c'est Ok, génial, ça me porte énormément. je check pour te dire la date. Et, alors, tac, tac, tac. Ouais, bah, en vrai, tu vois, ça tombe bien parce qu'il sortira le 8. Wow, Voilà. génial. Trop Donc, bien. En plein dedans. la campagne a commencé La campagne a et commencé. vous Ouais. pouvez aller voir. Voilà. Ah ouais, et puis en plus, c'était les deux Ouais. premiers jours, donc je suis une novice des campagnes Ulule, mais j'ai quand même compris que dans les deux premiers jours, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent. Les 48 premières Ouais, heures après l'ouverture, où là, ouais, c'est là où faut faire coucou à l'algorithme de Ulule, si j'ai bien compris. ouais, je comprends. Et, et ce roman, c'est un roman que t'avais depuis longtemps en tête. Euh, non, pas vraiment. En fait, disons que l'écriture, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt. Et comme beaucoup de gens, c'est quelque chose qui m'a un peu quitté ou qui s'est moins manifesté après mes années étudiantes et puis jeune active. Et ça revenait très régulièrement dans ma vie par l'intermédiaire du blog, par l'intermédiaire de lettres, par plein de petits, tu vois, des petits à-coups comme ça. Et c'est vraiment ressorti de manière très très forte quand j'ai eu ma deuxième fille. Je me suis retrouvée, en fait, j'étais en difficulté en tant que maman à ce moment-là avec ma première fille. Sur le point d'accoucher de la deuxième, complètement ouais, déboussolée, je pense. Et je me suis remise à écrire déjà pour écrire ça. Tu vois, à quel point j'étais perdue. Hmm. Et après la naissance de ma seconde fille, donc avec tout le bonheur et la fatigue aussi que ça peut supposer, bah, j'ai eu du temps pendant ce congé maternité pour écrire. Et là, je me suis remis à ce que j'avais fait au tout début quand j'étais jeune femme, c'est-à-dire des concours de nouvelles. Et ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Hmm. Donc j'ai écrit, jusqu'au jour où il y a eu un concours de nouvelles qui était sur le thème de la Californie. Et là, j'ai fait une nouvelle Ok. qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui s'apprêtait à rejoindre son père sur la propriété familiale dans le Bordelais, et que son père repoussait, et donc ce jeune homme partait en Californie, où là, il découvrait un univers très très différent de son milieu traditionnel. Et ça lui ouvrait beaucoup de choses, et ça a révélé des choses aussi, des choses qui s'imposaient à lui, comme son homosexualité. Et du coup, ça mettait vraiment toute cette, en perspective toute sa vie, la façon dont il voyait son avenir, et le choix qu'il avait à faire entre respecter un peu les projets que sa famille avait toujours eu pour lui et ce qu'il jugeait comme étant plutôt son identité à travers une autre voie professionnelle, une autre façon de vivre en fait. Et donc ça a Ok. été la nouvelle. Et quand j'ai eu fini d'écrire cette nouvelle, je me suis dit, ah, là, putain, un sujet que j'ai envie de développer en roman. Tu vois, j'avais toujours rêvé d'écrire un roman et je me suis dit, ça sera ça. Ça, c'est vraiment le sujet avec lequel je peux vivre pendant longtemps. Et donc là, je me suis formée à l'écriture de romans avec Ricard et en parallèle, j'ai commencé à l'écrire. Et- Et si tu veux, le secteur viticole, c'était évident pour moi parce que ça fait près de 15 ans que j'évolue dans le secteur viticole bordelais. Moi, je suis rochelaise d'origine et j'ai fait des études tout à fait classiques.
un bac scientifique, des parents enseignants d'anglais pour ma maman et gérant de société pour mon père, tu vois, donc rien à voir avec le vin. Et au moment de mes études, bah, c'était une période très difficile de ma vie. La terminale, ça a été un moment assez sombre. Et est venu le moment où bah, il fallait choisir, tu sais, son avenir sur post-bac. Et pour Je me moi, ce qui se rappelle. dessinait, j'étais une très bonne élève, mention très bien et tout ça. Donc vraiment, ce qu'on avait prévu pour moi, c'était plutôt maths sup, maths spé ou une belle école. Et moi, je sentais que c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, je sais pas si c'était une envie de provocation, de rupture. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, honnêtement. Mais j'ai choisi de faire un BTS viticulture-œnologie à côté de Bordeaux, à Blanquefort. Et là, Ah, non, ouais, stupeur et incroyable. tremblement dans la salle des profs de mon lycée à La Rochelle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Et je suis partie comme ça, au milieu de... Parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a plus de... Ouais, il y a 15 ans du coup. À l'époque, les BTS Vitiono, ça se féminisait, mais c'était quand même surtout encore des fils de viticulteurs, de propriétaires, etc. C'est encore une filière vraiment très technique. Mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert le monde du vin. Je me suis fait des amis, dont un qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est qui est héritier d'une très belle propriété bordelaise. Et du coup, bah après, ça n'a jamais cessé de m'habiter en fait cet univers. Et pour moi, c'était évident qu'il serait dans mon premier roman et peut-être dans les suites. Putain, c'est hyper touchant comme partage de parcours. Merci beaucoup. Euh, Déjà, ça me touche d'autant plus que je connais quand même bien la région bordelaise parce que moi j'ai fait ma prépa à Bordeaux, tu vois. Moi j'ai pas réussi à briser le cercle en terminale. Moi j'ai vécu le maths sup, maths spé et mon meilleur pote vivait à Blanquefort, donc Ah, ouais, énorme! je connais bien la région. Et, et bah déjà, bravo d'avoir osé saisir ce que tu voulais faire à ce moment-là et pas forcément te laisser porter. Et du coup, ça fait hyper sens de raconter toute cette histoire aussi après dans ton livre. Et c'est ça que je trouve trop bien dans les premiers romans. Et c'est ce qui me donne d'autant plus envie de les lire, je trouve. C'est que souvent, ils sont quand même très introspectifs, très personnels. Et ils racontent beaucoup de choses aussi autour de l'auteur. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Et c'est aussi touchant de voir qu'on peut se mettre à l'écriture. Tu vois, le concours de nouvelles, je trouve que c'est hyper bien pour oser commencer quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est moins important, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide un jour de commencer à faire. Et ça te met le pied à l'étrier et ça te permet de gommer déjà quelques croyances limitantes comme le fait qu'il faut que tout soit parfait ou que tes idées doivent être absolument novatrices et du Mm. jamais vu ou ce genre de choses. Donc ouais, franchement hyper inspirant. Et du coup, toute, donc hyper nourri par tout ton parcours aussi. Quand tu commences, si j'ai bien compris, tu décides de commencer à écrire le roman, tu te fais former par l'ICAR aussi à ce moment-là. Ouais. Combien tu prends de temps pour, entre le moment où tu te dis, OK, là j'ai le déclencheur, j'ai envie d'écrire, et le moment où tu arrives à quelque chose de satisfaisant, peut-être, je sais pas après à quel moment, mais premier jet ou fin, je sais pas. Ah ouais, ça Quel je peux step te était répondre important pour toi, mais. assez précisément. Franchement, je peux te répondre vraiment précisément parce que en gros, le retour de l'écriture dans ma vie en mode gros tsunami, c'était fin mars, tu vois. Enfin non, c'était début mars, pardon, avant la naissance, peut-être 2 semaines avant la naissance de ma fille, tu vois. J'ai arrêté de bosser et bim, c'est revenu. Et là, je me suis plus jamais arrêtée. Ah, Euh, Après, la décision d'écrire un roman, ça a été, je pense, mai. En fait, ouais, mai 2024. Parce que à ce moment-là, j'avais découvert le podcast de Lucie Castel. Et du coup, j'étais là, ah, ouais. purée, mais en fait, c'est carrément possible. On peut écrire un roman. C'est accessible si, avec des efforts, du courage, on peut le faire. Donc j'ai commencé mon plan, etc. Tout ça, je l'ai commencé à ce moment-là et je crois que les premiers mots, je les ai mis en juillet, tu vois, 2024. J'ai fini le premier G tout début décembre 2024, mais là c'était une horreur. Ok.
honnêtement, la relecture du premier jet, 3 semaines après, là, j'ai bien respecté la petite pause et tout. Oh, ah là là, la Ouais. relecture, honnêtement, ça aurait, je pense que là, j'étais le plus proche de tout abandonner et de mettre en pause l'écriture pour encore 10 ans. Mais à ce moment-là, je sais pas, j'en avais trop besoin. C'était trop dur dans mon travail, etc. C'était vraiment, je perdais complètement pied. Il y avait que l'écriture, c'était mon radeau. Donc même si je trouvais que c'était nul ce que j'avais fait, il fallait continuer. Et puis j'ai dû tomber aussi sur des posts Instagram, des choses comme ça à cette époque qui disaient ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est nul. Je crois Ouais. que j'ai dû quand même lire des trucs comme ça qui ont dû me dire attends, il y a peut-être moyen quand même que ça que ça s'arrange. Et après a commencé une très longue phase d'écriture, de réécriture, de bêta lecture. Euh, je pense que c'est en avril, ouais, avril 2025 où là, je commençais à avoir quelque chose qui tenait vraiment la route. Ensuite, j'ai choisi de travailler avec Vincent, donc qui s'appelle Bianco Correction sur les réseaux. Et là, je lui ai dit, dans 6 semaines, je te renvoie mon roman, mais enfin vraiment, je vais complètement le réécrire. En fait, à chaque fois, c'était des réécritures. Honnêtement, je pense que je gardais peut-être 5% de ce que j'avais écrit c'était des réécritures complètes. Il restait que le squelette du Ouais. roman et je reprenais tout. Et je lui ai dit, dans 6 semaines, je te réécris tout. Et là, ça va être bien. Parce que j'avais eu justement deux retours de bêta lecture qui m'avaient énormément aidé à comprendre ce qui me plaisait pas dans mon roman. Et donc là, j'ai tout réécrit. Et là, c'était déjà, quand je l'ai envoyé à Vincent, c'était déjà vraiment assez abouti. Et après, il y a eu toute la phase de correction de avril 2025 à, tu vois, bah, septembre 2025. Là, on vient juste de terminer cette phase-là. Et là, maintenant, c'est fini. Et là, je suis contente. Bravo, bravo, bravo. Et franchement, je trouve que c'est quand même plutôt rapide dans le processus parce que bon, en plus, euh, t'es maman, t'as un travail, etc. Donc quand même, c'est assez impressionnant. Et, et je pense que, tu vois, il y a quelque chose que t'as dit qui, à mon sens, est extrêmement important et peut en aider vraiment beaucoup. C'est que, en fait, t'as écrit ton premier jet sans avoir en tête perpétuellement ah mais putain, la première relecture et après la correction et tous les trucs et machin et tout. Et t'as bien séparé les étapes, tu vois. Et je trouve que ça, à mon sens, c'est quand. Alors après, quand on écrit son 2, 3, quatrième roman, on commence à comprendre comment on fonctionne. On peut adapter, tu vois, la méthode. Mais en vérité, quand t'es sur ton premier roman, je trouve que la méthode la plus cartésienne, c'est vraiment de dire, je fais mon premier jet sans me dire que je vais corriger quoi que ce soit, on verra plus tard. Après, tu corriges toi, tu vois, et après, tu le fais avec des bêta lecteurs. Et en fait, quand tu fais rien que ces trois étapes-là, avec des pauses, ça c'est extrêmement important parce que sinon, en fait, tu deviens fou. Euh, Bah en vrai, là, tu arrives à quelque chose dont t'es fier et satisfait. Et bah la preuve, c'est que quand tu l'envoies à ton correcteur, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et, et, euh, et je partage le sentiment de déprime quand tu lis le premier jet parfois. Tu fais, ah, va y Ah avoir un peu de oui. taf quand même. Là, ça a été dur parce que moi, j'avais vachement de culpabilité, tu vois. C'était tout ce temps que j'avais pris, bah, en dehors de ma famille, de mes deux filles, de mon mari, tu vois. Je me disais, oh, je lui ai, enfin, entre guillemets, je leur ai volé tout ça pour ça. Et ça, Hmm, c'était hyper dur. Alors, je pense que je ouais. confondais tout à ce moment-là. Je confondais vraiment tout. Mais après, pour arriver au bout du premier jet, tu vois, j'avais vraiment, moi, je fais beaucoup de courses à pied, et j'avais le même sentiment que le jour où j'ai couru mon premier marathon. Tu sais, t'as cette espèce de, c'est très difficile à décrire, mais il y a un truc qui te pousse, c'est le côté, je vais y arriver, c'est incroyable. Je suis en train de Ouais. le faire. Tu sais que t'as plus après, pour un deuxième ou un troisième marathon, c'est plus dur parce que du coup, tu l'as déjà fait une fois. Mais là, sur cette Hmm, première fois, tu te dis, je vais écrire un roman, c'est incroyable. T'as trop de fierté en fait. Et puis ouais, ben, totalement. bon, je savais pas enfin, j'avais pas encore idée de combien de temps allait représenter la suite. Mais si on m'avait dit derrière, il reste encore 9 mois de réécriture, etc., j'aurais dit ok, bah c'est banco quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est bien de découper le mammouth, quoi. De voir la montagne comme une suite de petites marches, tu vois. Et ça paraît moins effrayant. Et en fait,
au-delà de ça, tu vois, au-delà de c'est effrayant ou pas, en fait, c'est juste que c'est comme ça qu'il faut agir parce que pas après pas, tu vois. Je sais plus, putain, je réutilise toujours cette image et je sais plus qui me l'a donnée. Un jour, on va venir me voir en disant, putain, mais tu fais que répéter ce que je dis. Ah, mais si, c'est Ingrid de J'écris un roman qui me disait qu'il faut pas, euh, quand tu te réfléchis à, ok, mais comment je vais être publié en maison d'édition, qu'est-ce que je vais faire pour mon correcteur, ma couverture, mes machins et tout, c'est l'équivalent de pas avoir fait ses gammes de guitare et de penser à son Stade de France, tu vois. Hmm. Et voilà, c'est genre pas après pas. Prends les problèmes quand ils viennent, tu vois. Ah oui, moi je fais toujours ça. Mais je te dis, je fais de la course à pied, donc si je me lance sur une longue course, je me dis jamais je vais courir 42 kilomètres. Je me dis là, Oui. allez, tu vas au 10. Tu vas au 10 premier, il y a le ravito. Par des pistes, gâteau apéro, et puis après on verra. Mais ouais, je le fais vraiment comme ça. Et tu vois, ça c'est hyper important, je trouve. Enfin, moi, il y a deux choses, c'est que déjà ce premier roman, bien sûr, sur la route, je me suis posé vachement de questions et je me suis dit, est-ce que je ferais pas mieux de le lâcher? Tu vois, quand je suis arrivée à la fin du premier jet, c'est ça que je me suis dit en premier. Est-ce que c'est la bonne histoire? Le héros, il a 24 ans, c'est un homme, et il va tomber amoureux d'un autre homme. Est-ce que je suis légitime à écrire cette histoire? Est-ce que je ferais pas mieux d'écrire l'histoire d'une femme qui a la trentaine et qui ressentira peut-être plus de choses que je pourrais lui faire dire? Mais je me suis toujours accrochée à mon histoire et à ce premier roman en me disant tu vas y aller, mais tu vas le faire jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir fait ce process, mais vraiment de A à Z, parce qu'aujourd'hui, je me sens pleine de confiance sur le fait que je suis vraiment capable et, euh, et que l'écriture, elle s'est installée, elle s'est ancrée dans mon quotidien, tu vois. Et du coup, j'aborde le deuxième avec vraiment beaucoup de confiance, sans savoir si ça va marcher ou pas le premier, mais en sachant que vraiment je suis capable. Mm, je Mm. comprends tout à fait. Et le, c'est quoi qui te, parce que là, effectivement, tu parles de tout ce que ça peut t'amener aussi dans le deuxième. C'est quoi ce dont tu es le plus fier avec ce premier roman? Bah, je trouve que c'est d'avoir traité des sujets assez universels, tu vois, mais d'avoir amené cette petite touche un peu différenciante de cet univers que je connais si bien, l'univers du vin, la Californie aussi où j'ai travaillé quelques mois. Tout ça, en fait, c'est très proche de mon vécu, mais justement, je l'ai écrit, j'ai fait exprès d'avoir un personnage qui était assez distancié de moi, pour pouvoir prendre suffisamment justement de recul par rapport à lui, de pas mettre trop de moi. Je voulais quand même qu'il y Hmm. ait une limite, tu vois, pour traiter des sujets et avoir un roman qui traite ouais, un sujet assez universel. C'est beau. Je trouve que c'est un exercice assez compliqué de se, de se distancier parfois de ces personnages. Mm. Euh, et là, je réfléchis à moi, ce que j'ai pu faire. Et moi, c'est vrai que j'ai écrit des histoires où c'est des animaux anthropomorphiques, donc quelque part, c'est plus facile de se distancier. Oui. Mais, mais tu vois, je serais curieux de savoir si toi, ça t'est arrivé. Je te fais un petit partage que j'ai vécu sur l'écriture du deuxième, là. Euh, Il y avait un moment, je me sentais bloqué. Pas vraiment bloqué, mais il y avait un truc qui grattait. Tu vois, quand j'écrivais, j'étais en réécriture, justement, du premier jet. Et en sortie d'un, d'un coaching, euh, que je faisais, que j'étais le coaché. J'étais pas le coach pour le coup, j'étais le coaché. Je prends conscience qu'en fait, le personnage principal est genre beaucoup plus moi que ce que je voulais m'avouer. Mais tu vois, une partie pas pas négative, mais une partie que t'as enfouie un peu et que t'aimerais changer dans le fond, tu vois. Mm. Et quand je prends conscience de ça, alors que c'était un personnage que j'avais pas construit autour de moi, tu vois, et au contraire relativement plutôt distancié, euh, tu sais, j'ai comme une vitre qui s'est brisée, quoi. Et j'ai fait putain, mais en fait, je comprends pourquoi ça gratte. Et ça m'a totalement débloqué après. Et, et c'était assez fou, tu vois. C'est ça qui m'étonne toujours, je trouve, dans les romans.
c'est que on en laisse beaucoup en fait, même parfois quand on n'a pas l'impression d'en laisser. Et moi, Ouais. c'était l'impression que j'avais. Et ouais, l'inconscient de l'auteur. Et je trouve que c'est ça, finalement, le message positif dans tout ça. Je trouve que c'est ça qui fait l'unicité des romans et l'unicité des auteurs. Tu vois, voilà. Et donc, n'ayez pas peur d'écrire vos histoires parce que votre vie étant unique, il y aura toujours plein d'unicité dans ce que vous allez raconter. Inconsciemment. Et c'est ça qui est génial. T'as pas besoin de te poser la question de comment je fais pour être unique? Tu l'es déjà. Tu vois. Problème en moins. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mm. Ça m'a touché. Et alors, du coup, tu m'as dit que t'écrivais aussi quand t'étais petite. Est-ce que tu te rappelles à ces périodes-là, qu'est-ce qui t'inspirait et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire enfin de commencer à écrire, commencer l'acte créatif? Oui, alors ça, franchement, c'est un souvenir impérissable. C'était au collège. C'est le CDI du collège là. Bon, fallait pas trop y aller, sinon Ouais, t'étais catégorisé intello de service. Pas de bol, moi j'adorais lire, donc bon, j'y allais quand même. ouais, Et on est ensemble. il y a eu une communication sur un concours de nouvelles. Et je crois que le Hum. thème, c'était les couleurs. Et moi, j'ai écrit ma première nouvelle pour ce concours et c'était Lettre du bleu au rose. Et c'était moi le bleu et ma sœur c'était le rose. Et je lui écrivais une lettre qui était un petit peu une lettre de au revoir parce qu'elle était en train de partir au lycée, donc elle s'envolait un peu, tu vois. Et c'était le papillon rose dans ma lettre, en fait, dans ma nouvelle. Voilà, c'était une lettre d'amour. C'était vraiment une déclaration d'amour à ma sœur. Euh, que j'ai une sœur dont je suis très proche, qui a un an et demi de plus que moi. Et déjà à l'époque, c'était une un modèle, enfin beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ma sœur. Donc c'était cette première lettre et je crois que j'avais été lauréate de ce concours. Donc tu vois, il y a eu d'une part ça me permettait d'exprimer mes sentiments pour ma sœur et d'autre part j'avais trouvé une forme d'identité dans l'écriture. Il y avait déjà la lecture qui était partie de ma clairement de mon identité et l'écriture c'était ça y est, ça me caractérisait. Parce que ma sœur c'est quelqu'un d'extrêmement solaire, euh, vraiment une personnalité très c'est les gens que tu aimes en fait, vraiment ils rayonnent quoi. Et du coup, ouais, moi, j'avais une personnalité forcément différente. Je dis pas que je suis moins aimable que ma sœur, mais c'était différent. Moi, j'avais plus mes petites parts d'ombre. Et du coup, l'écriture, ça me permettait d'exister d'une manière différente que dans le rayonnement qu'avait ma grande sœur. C'est hyper beau. Et je trouve ça dingue la créativité qu'on a quand on est petit. De partir d'un thème, les couleurs, qui est quelque part assez commun comme thème, et d'en Mm. faire une histoire aussi touchante. Ouais, franchement, c'est très beau. Je comprends que ça t'est. Et c'est trop bien. C'est encore le concours de nouvelles, finalement. Ouais, c'est Voilà. encore le concours de nouvelles. Ouais, exactement. C'est ça Putain, qui m'a mis c'est le pied à incroyable. l'étrier. Mais enfin, franchement, quand C'est j'étais incroyable. jeune fille, je me serais jamais dit que j'allais. Enfin, je rêvais d'écrire un roman, mais c'est marrant, j'ai attendu d'avoir 34 ans pour oser. Non, pas 34, peut-être 31, parce que j'avais essayé d'écrire un roman à la naissance de ma première fille, un roman jeunesse en plus. Mais je m'y étais pas appris correctement, si tu veux, donc forcément, ça avait rien donné. Euh, mais ouais, voilà, il a fallu que j'attende vraiment d'avoir 34 ans pour faire les choses comme il fallait. Eh ben écoute, Mm. c'est que la vie, voilà, il fallait que tu attendes ce temps-là et Ouais. bravo d'avoir osé à la fin. Et, euh, Ouais, j'ai pas de regrets là-dessus, tu vois. et ce, ouais, exactement. Il Mm, est jamais trop tard en fait. Et ouais, puis, ça sert à rien de se comparer à quelqu'un qui aurait commencé plus jeune ou ce genre de choses, tu vois. non, c'est Et, clair. c'est intéressant si t'es capable de le dire, si t'es capable de le partager. Quand tu commences à écrire ton premier roman là pendant la naissance de ta première fille, tu saurais dire ce que qu'est-ce que tu conseillerais à la toi de ce moment-là pour qu'elle abandonne pas ce roman-là. C'est un peu ce que je t'ai dit, tu vois, Ouais. à la fin du premier jet, de vraiment, mais en plus, je crois que c'est des choses que j'avais entendues, donc ça m'a aidé
là, il faut se laisser porter par l'élan créatif sans se retourner, quoi. Avance, avance, avance sans te Mm. retourner. Et au moment où tu te retourneras, c'est normal que ce soit mauvais, ça fait partie du processus. Mais derrière, tu vois, j'avais entendu des images très justes, hein, comme si un roman c'était un oignon et que ton travail d'écrivain c'était de retirer toutes les couches de l'oignon pour aller vraiment au cœur, quoi, et à la source là où Mm. c'est beau, quoi. Donc je me disais, bah c'est normal, c'est l'oignon. Faut y aller, il faut dépioter, quoi. Mm. Très belle image. Très belle image de l'oignon. Oui, J'aime beaucoup. enfin, il manque un truc à cette image, c'est quelque chose de vraiment beau à l'intérieur de l'oignon, parce que je suis en train de me dire, à l'intérieur d'un oignon, il y a juste des couches d'oignon. Il faudrait, tu vois, peut-être une image un peu moins galvaudée que l'histoire de la chrysalide, mais quelque chose avec un cœur un peu chouette. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Chacun, ça tu vois, c'est un travail imaginatif. Chacun trouve ses images. Ces images, c'est comme tu vois, le marathon est un très bon exemple. Effectivement, le sport enfin, les parallèles entre le sport et l'écriture sont absolument fantastiques. Ouais, Euh, c'est L'oignon, c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser l'expression. Et quand j'étais en formation de coaching, j'avais une collègue qui disait il faut découper le mammouth. Et ouais, depuis, j'aime beaucoup cette expression. je suis d'accord. Je sais pas d'où ça vient, mais je trouve ça marrant. Et chacun trouve ces petites expressions qui sont motivantes, ces petits mantras, tu vois. Ouais. C'est important d'avoir des petits mantras. Euh, Est-ce que toi, bah, d'ailleurs, je sais pas, c'est ça qui me vient là. Est-ce que t'as des petits mantras comme ça, toi, que tu te répètes quand t'avances sur ton écriture? Oui, tu vois, il y avait pendant un temps, je me suis beaucoup dit, c'est pas parce que tu n'y arrives pas tout de suite que tu vas pas y arriver plus tard. Tu vois, c'est pas parce que Hein, ça marche très pas beau. tout de suite à maintenant que c'est ça. Parce que c'est vrai que j'en ai fait d'autres, par exemple au début des concours de nouvelles. En fait, au début, j'avais cette espèce d'impatience de réussir quand je me suis remis à écrire, qui était complètement déraisonnable. Enfin, je voulais quelque chose d'impossible. J'ai envoyé mes premiers concours de nouvelles après avoir passé quand même plus de 10 ans sans écrire sérieusement. Et j'espérais être lauréate, mais enfin, je pense que c'était pas possible honnêtement. Euh, et du coup, il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre ça. C'est pas parce que tu réussis pas tout de suite que tu vas pas réussir plus tard. C'est vraiment un chemin. Tout ce que tu mets en place maintenant, c'est ça qui va te permettre de réussir plus tard. Et tu vois, là, c'est fou, mais il y a 2 semaines, là, j'ai appris que j'avais gagné un concours de nouvelles et ça m'a, au-delà du concours, ça m'a fait vraiment quelque chose que je me suis dit, oh, il y a 1 an et demi, je rêvais tellement de ça, j'avais tellement besoin de cette validation. Et aujourd'hui, j'en ai tant besoin que ça, mais elle arrive, quoi. C'est chouette. Et ouais, bravo, déjà. Merci, Bravo. ouais. Et c'est vrai que la synchronicité de la vie, parce qu'il s'agit pas que de demander des choses, il s'agit d'agir pour aller les chercher. Et bah finalement, c'est ce que tu as fait. Mm. Et hop, à la fin, ça paye. Ah ouais, C'est bah tu vois, tu bravo. parlais Et du d'image. coup, ouais, Moi, j'ai toujours l'image de ouais. moi qui secoue le cocotier. Vraiment, ça, je l'ai beaucoup. Tu secoues le Ah cocotier, ouais, ouais, tu ouais. secoues, et tu sais pas quand, mais ça finit par tomber, notre coco. Exactement, exactement. Parce que la vie est en fait un très très haut cocotier. Il faut le temps que les noix de coco tombent. Et comme il est très grand en plus, parfois elles tombent derrière et donc il faut bouger un petit peu, agir, discuter pour la trouver par terre. C'est clair. Il y C'est en une a très qui belle sont image. prêtes à tomber, tu vois, il en manque mais vraiment pas Ouais, grand-chose. Mais il faut quand même que tu secoues le cocotier, sinon elle tombe pas toute seule. exactement. Ah, j'adore cette image. Ah ouais, ce sera l'image de l'épisode. J'adore, Bien. j'adore. Et là, je pense à autre chose comme ton livre est en campagne, puisque l'épisode sort juste au moment où ça commence. Euh, Qu'est-ce que t'aimerais raconter sur ton livre qui paraît, je sais pas, peut-être insolite ou qui intriguerait, tu vois, un truc que tu dis pas forcément comme ça de but en blanc. Euh, Moi, ce que j'aimerais raconter par rapport à mon livre, c'est la richesse des personnages secondaires. Il m'est arrivé dans mon roman Ah, de préférer mes personnages secondaires à mon héros, tu vois, pour ce qu'ils apportaient de diversité, d'humour aussi. Tu vois, la partie humour, par exemple, elle est très présente
dans les personnages secondaires, dans les petites punchlines. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu pendant l'écriture aussi, c'était de les faire parler et chacun d'amener leur petite lumière en fait à l'histoire globale. Donc ouais, ça c'est vraiment le petit secret du roman, c'est bah, à quel point les personnages secondaires peuvent être attachants. Ils mériteraient qu'on leur fasse un roman à eux. Hmm, ça, c'est trop cool. Ouais. Et t'y penses ça ou pas à, à raconter d'autres histoires avec ces personnages ou cet Euh, univers? Peut-être, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, je suis partie sur Ouais. un second projet de roman il va y avoir des attaches communes, mais pour l'instant, les protagonistes, je les laisse un petit peu bah, vivre aussi au travers des yeux des Hmm. lecteuristes. J'attends aussi beaucoup de savoir comment les autres auront ressenti les choses pour après continuer à les faire parler, quoi. Et le deuxième roman sur lequel tu travailles, t'as commencé tout de suite en terminant? Oui, en fait, j'ai commencé vraiment le plan. En fait, j'avais deux projets de romans différents. Et j'ai Ok. commencé le plan à la période où j'ai renvoyé mon manuscrit complètement corrigé à Vincent, le temps qu'il puisse l'analyser. Donc en fait, si tu veux, j'avais le plan tout prêt. Et après, il y a eu, je crois, 4 ou 5 mois de travail avec Vincent où enfin, je reprenais, je réécrivais complètement mon texte. Et là, bah, tu vois, ça fait 2 semaines que je peux de nouveau me lancer dans l'écriture créative. Ça, c'est trop bien, tu vois, de sortir de cette phase Ouais. de réécriture très technique finalement et de repartir dans de la création pure. Et ce qui est génial, c'est que j'ai retrouvé mon plan, mais entre-temps, cette phase de pause, parce qu'il y a eu l'été et tout, il y a vraiment des choses très fortes qui me sont apparues. Parce que moi, cet été, ça a été un peu dur niveau santé mentale, c'était très compliqué. Hmm. Euh, et du coup, en fait, ça m'a aussi amené à me dire, je peux pas ne pas m'en servir de cette souffrance que tu as quand tu vas pas bien psychologiquement et de ce que tu ressens, de la solitude que ça peut générer. Et du coup, je me suis dit non, mais je peux pas réécrire un roman sans en parler, sans me servir de ça. Et je pense qu'en fait, j'avais eu beaucoup d'appréhension à en parler dans le premier roman parce que je voulais que ce soit quelque chose qui fasse du bien, qui me fasse du bien à moi, qui fasse du bien aux autres. Et là, je crois que j'ai trouvé la façon dont je peux intégrer ces failles que j'ai dans mon roman, mais tout en faisant un sujet assez lumineux. Il m'a vraiment fallu, tu vois, tout ce temps de décantation. Donc c'est génial parce que j'ai retrouvé mon plan et j'avais plus qu'à mettre ce truc qui est finalement pour moi central, mais qui s'imbrique maintenant dans l'histoire assez naturellement, quoi. Hmm. C'est c'est très touchant la manière dont naît le projet en l'occurrence là. Et tu vois, ça fait le lien aussi avec l'impatience que tu pouvais partager tout à l'heure. Euh, Parfois, les projets ont besoin de temps et d'expérience plutôt, parce qu'on dit souvent le temps, mais en fait, si tu fais rien pendant le temps, bah voilà. Mais c'est l'expérience de vie fait que souvent ça t'apporte des clés, bah, tout simplement dont tu avais besoin pour dérouler les choses à ce moment-là. Et, et voilà, comme quoi, des moments de pause aussi, parce qu'on s'autorise assez peu de pauses. euh, on veut toujours réussir, on veut faire bien, et c'est bien, c'est des qualités. Mais c'est vrai que, bah voilà, moi, une autre image que j'utilise souvent, c'est une voiture qui s'arrête jamais, elle tombe en panne. Donc, Ouais, je suis donc c'est d'accord. bien de s'autoriser ces moments de pause. Mm. Oui, je me suis aussi déculpabilisée, tu vois, sur le deuxième roman. Que quand j'ai écrit le premier, tu sais, moi j'ai le syndrome de la bonne élève, donc comme en formation, j'avais appris que si tu voulais être auteur, autrice, auto-édité, il fallait écrire 2, 3 romans par an pour en vivre. Donc dans ma tête, il y avait toute la petite mécanique. Ok, donc 2 heures d'écriture par jour, comment je vais faire? Euh, et là, tu vois, j'ai mis Ouais, ça de côté. Parce que je me dis exactement ce que ouais. tu as dit là à l'instant, c'est que de toute façon, pour moi, dans mon dernier job, j'ai fait un début de burn-out. Donc je sais en fait ce que ça fait quand je peux plus. Et j'ai pas du tout envie d'en arriver là. Donc je vais faire les choses à ma façon, quoi. J'espère, tu vois, faire un roman par an, ça serait vraiment super, mais ça va se faire progressivement.
C'est extrêmement important, le sujet que tu touches du doigt. Euh, je pense que c'est toujours très utile de se reconnecter à ce dont on a envie avec l'écriture. C'est quel est notre rêve et quel est notre objectif profond, personnel. Euh, Parce on a tendance à un peu tout mélanger. Euh, et effectivement, euh, voilà, entre faire 3 romans par an et maintenir ce côté passion artistique, expression de soi, moi je sens chez certains, pas chez tout le monde, il y en a qui arrivent à très bien le faire et franchement je suis admiratif de ça et c'est très bien. Mais je sens parfois une dissonance entre ça. Et en fait le premier chez qui j'observe cette dissonance, c'est moi, hein, tout simplement. Moi Mm. si je devais tenir un rythme comme ça, en fait je n'arriverais plus à voir l'écriture comme quelque chose qui sort de moi, tu vois. J'en ferais presque un truc mécanique, un truc de bon bah ok, je fais une espèce d'usine à romans qui marche, peut-être ou peut-être pas, sur des thèmes qui me passionnent peut-être ou peut-être pas. Et en fait, c'est pour ça que je dis que quand tu te connectes à ton rêve, si ton rêve c'est d'écrire des livres et de transmettre ce que toi t'as envie de transmettre, et que t'as envie de le faire pour toi, bah quelque part d'en écrire 1 ou 3 par an, ça change plus rien du tout. Et faire ça, ça permet une chose fondamentale, c'est que ça te connecte à ton amour de l'écriture. Et c'est impossible d'écrire si t'aimes pas écrire, parce qu'écrire c'est long. Ouais, Et un truc long que tu trouves chiant, c'est vraiment l'expression anglaise pain in the ass, c'est ça, voilà. C'est douloureux. Et donc se connecter à son amour de l'écriture. Et en fait, quand tu le fais, tu te rends compte que t'écris beaucoup plus qu'avant. Et moi, je suis halluciné. Euh, Parfois, les gens, au début, ben justement, alors tu travailles en coaching avec eux, ils se déculpabilisent de ce truc-là, et donc ils se mettent des objectifs ambitieux, mais atteignables, avec lesquels tu vois, ils sont à l'aise. Donc parfois, c'est des 500 mots par jour. C'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Et en fait, tu te rends compte que le fait de ne plus se sentir coupable les connecte à leur amour de l'écriture. Et après, ça tape des grands 2 000 mots par jour. Ça écrit à des moments hors de sa routine parce que juste, il y a le truc qui t'appelle. Et en fait, voilà, l'amour de l'écriture, ouais, c'est ça. c'est ça qu'il faut aller chercher. J'ai fait un grand monologue, mais parce que c'est un sujet, à mon sens, extrêmement important. Non, non, je Et t'écoutais, ouais, vraiment. le burn-out Ouais, le burn-out créatif des passionnés et des artistes et des auteurs, on en parle assez peu, mais c'est quelque chose qui est en plus extrêmement pesant parce que quand tu fais un burn-out au travail, c'est déjà grave, mais quelque part, le travail, tu le fais parce que tu as besoin de te nourrir, tu vois. Et quand tu fais un burn-out sur une passion, c'est d'autant plus douloureux que tu te dis, mais c'est fou que j'arrive plus à faire quelque chose qui me passionne, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est important de se poser les questions au début. Non, je Message de suis d'accord. prévention. Mm. Non, non, mais c'est vrai, mais aussi parce qu'on vit dans cette société-là, tu vois, de la performance, de la réussite. On a été aussi vachement Ouais. conditionné comme ça. Je pense qu'on sait même plus, en fait, enfin, si tu veux, on est un peu perdu parce que quand tu retrouves ça, justement, cette passion que tu te connectes, comme tu dis, à ton rêve, tu vois plus d'autre façon de faire sans et t'as tellement besoin que ça fasse partie de ta vie que du coup, tu te dis, bon, bah là, pendant un moment, je vais me blinder, mais je vais faire ce qu'il faut pour que ça puisse s'ancrer dans ma vie. En fait, tu te mets un peu en mode survie pour que derrière, ton avenir puisse ressembler à l'image que tu en as de toi en train d'écrire au quotidien. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Tu vois, en mode, allez là, tu te mets en mode machine. Tu construis là, dans les 5 prochaines années, ce qui sera peut-être ta vie dans 10 ans. Tu pourras vivre de tout ça et tu vivras ton rêve au quotidien. Euh, Et du coup, bah, tu peux tomber aussi dans les biais de, allez, vas-y, la performance, on se compare sur les réseaux, combien de mots par jour. Ça, je trouve c'est hyper délétère, hyper délétère. Et bah, Ah je bah sais pas, le. hmm, ouais, je sais pas trop si c'est moi qui ai arrêté de suivre ce genre de posts ou si c'est qu'il commence à y en avoir moins dans ce sens-là. C'est j'ai écrit tant de mots, ma to-do list de la semaine. Ça, c'est pas bon, je trouve, en fait, ça te Mm. sort complètement de toi, ton processus créatif et de comment tu t'écoutes Ouais, toi et comment tu travailles en fait. exactement. Et en fait, euh, à mon sens,
Alors, je sais, je réfléchis à comment bien le tourner. Je pense que l'aspect central de ça, c'est les autres, en fait, le rapport à soi et aux autres. Et très souvent, en fait, il faut se concentrer il faut se concentrer sur soi, tu vois. Et parce que les autres ne partagent que évidemment ce qui va bien. Enfin voilà. Moi, tu vois, je fais l'exercice de partager des petits bilans de semaine. Et c'est vrai que, en fait, il y a des semaines, putain, c'est horrible, quoi. Enfin, Mm. bon, la semaine dernière était une mauvaise semaine, tu vois. Et donc, forcément, bah, le post est pas forcément super sexy, quoi. Donc, oui, j'ai pas écrit, oui, j'ai passé toute la semaine à douter, et bon, voilà. Mais quelque part, je trouve que c'est ça c'est aussi, à mon sens, aussi inspirant pour les gens de lire ça que de lire quelqu'un qui écrirait beaucoup sur une période donnée. Et, et l'important, c'est de se connecter à soi, encore une fois, j'ai l'impression de répéter ça en boucle, mais quand tu te connectes à soi, à ta vie, tes impératifs, ce que tu es capable de réaliser sur ton temps libre, en fait, ça, c'est inestimable. La mesure de se comparer à quelqu'un qui aurait peut-être 10 fois plus de temps libre que toi, elle a pas de sens, tu vois. Ah oui, Alors que vous pouvez poursuivre le même rêve. Et c'est pour ça que moi, maintenant un peu de mal. Bah, après, c'est aussi mon parti pris avec mon accompagnement, tu vois. Mais j'ai un peu de mal avec ceux qui te diront oui, il faut faire telle chose, il faut écrire X heures par jour, il faut écrire X mots par jour. Et rien de plus oppressant que de s'imposer une routine qui est pas la nôtre, quoi. Moi, je me lève le matin pour écrire. Quelqu'un qui est pas du matin, bah super, ça lui fait une belle jambe que Samuel Le Parc se lève le matin pour écrire, quoi. S'il fait ça, le pauvre, il va exploser, quoi. Mm. Et, et ouais. Ah, je suis tout à Et fait donc, je suis d'accord. d'accord avec toi. Ouais. Pardon, je suis emballé ce matin. Les sujets me touchent, je suis emballé. Le, je suis d'accord avec toi qu'il y a moins de posts comme ça, je trouve, parce que les gens se rendent compte aussi que ce qui est important dans tout ça, c'est l'authenticité. Et il n'y a pas d'authenticité quand tu dis juste non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parce que oui, c'est facile hein, de dire j'ai écrit 500 mots par jour tous les jours. Il n'y a pas besoin de les écrire hein, pour le faire. Donc quelque part, avant c'était beaucoup de show-off. Je trouve que maintenant effectivement il y en a moins et il y a plus de place pour l'authenticité. Ah, c'est trop important ce que tu dis, parce que c'est vraiment une question que je me pose en ce moment. Tu vois, je t'ai dit que cet été, j'avais eu une phase Mhm. vraiment dure. Et c'est très compliqué pour moi parce que à la fois, je voulais continuer à... En fait, je me suis raccrochée encore une fois à l'écriture, ça, j'ai pas lâché. Et donc, j'ai pas lâché non plus les réseaux et la façon dont je parle de processus créatif, etc. Ça me faisait beaucoup de bien, mais à la fois, je me disais, je parle pas d'un truc important, en fait. Je parle pas du fait que moi, je vais pas bien. Et j'arrivais pas à trouver le moyen d'en parler. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler en ce moment parce que moi, tu vois, le fait que les gens parlent de leurs failles, ça me fait du bien. Parce que je m'identifie, et donc je me dis, bah, mon compte là aujourd'hui, mon compte Insta, j'ai besoin qu'il parle de ça aussi, de mes failles. Et c'est juste qu'il faut que je trouve le moyen de le faire correctement. Parce que j'ai pas envie de faire du ouin-ouin. En fait, au début, tu vois, ça m'est beaucoup arrivé d'exprimer mes doutes sur Insta. Et je devais pas le faire correctement parce qu'il y avait beaucoup de la communauté, c'était beaucoup, ah, mais t'inquiète pas, ça va aller. En fait, j'avais pas envie qu'on me console ou qu'on me rassure. J'avais juste envie que ça fasse du bien aux gens. Et du coup, voilà, il faut que je travaille sur comment montrer que j'ai des failles, comment je fais pour traverser ces périodes, mais sans avoir envie qu'on me fasse des tapes dans le dos, parce que c'est pas ce que je recherche en fait. Mon ambition, tu vois, pour mon compte Instagram, c'est vraiment de donner un souffle de, de créativité, de que d'autres personnes aussi se disent, putain, moi aussi je peux le faire, je peux écrire un roman, je peux aller au bout, je peux faire quelque chose de concret, je peux vivre mon rêve. Et j'ai pas envie que ce soit un endroit où on me dise tout va bien, t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Ouais, c'est extrêmement important. Je suis d'accord avec toi. Toujours l'authenticité. Mm. L'authenticité des gens, c'est ce qu'il y a de plus inspirant en fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, très belle transition parce qu'il y a une branche de toi qu'on n'a pas abordé pour l'instant, mais c'est le côté. Alors, je sais pas quel terme tu te mets, quelle étiquette tu pourrais te mettre, peut-être que tu t'en mets pas, mais d'accompagner aussi les auteurs et les autrices. Oui. Je sais qu'on en avait déjà parlé un Mm. petit peu en off. Si, je te laisse en parler un petit peu si tu veux.
Ah oui, bah, je veux bien. Après, tu verras, c'est encore à l'état de maturation. Moi, je désignerais ça comme du mentorat. Parce que, en fait, si Ok, tu veux, dans ma vie pro, je suis formatrice, ça fait longtemps, et formatrice indépendante. Là, j'ai repris mon indépendance. Pas longtemps. Euh, et je sais que là où je suis douée, c'est de réunir les gens. Toujours été bonne pour ça. Réunir les gens et m'entourer. Tu vois, je l'ai fait pour l'écriture de manière très naturelle. Dans ma vie, je suis très très bien entourée aussi. Et bah, je pense que chacun a ses talents et peut-être le mien, c'est ça. Du coup, ce que j'aimerais, moi, c'est bah, faire profiter mon expérience à d'autres autoristes et puis aussi leur permettre d'être entourés, d'avoir leur petit crew, là, comme moi j'ai eu. Donc, je suis en train de réfléchir à comment organiser ça. Je vois très bien bah, des journées justement de mentorat d'écriture. Je les vois bien en présentiel, par exemple, dans la région bordelaise. Ou moi, ce que j'aimerais proposer en présentiel, tu vois, ce sera des moments un peu hors du temps, parce que je suis maman et je sais à quel point le temps, c'est et pas que pour les mamans, hein. Pour en parler sur les réseaux, je sais que le temps, c'est quelque chose de très... Et ce que j'aimerais, c'est que des autrices, des auteurs t'accordent une journée et que ce soit une journée magnifique d'écriture. Et que ce soit moi qui mette en scène cette journée-là. Et après, il y aurait toute une partie aussi plutôt en distanciel euh, où là, je voudrais recréer des petits collectifs, mais vraiment quelque chose de pas trop nombreux parce que moi, je me suis trop perdue sur des Discord et des trucs où je connais pas les gens et du coup, j'arrive pas à retrouver ce côté bienveillant et qui te pousse. Moi, je voudrais créer des petites teams d'écriture et faire en sorte que, bah, avec mon expérience d'animatrice, de formatrice et puis pardon, je crois que j'ai un petit message qui me dit que j'ai plus beaucoup de batterie, donc ça va peut-être couper l'image. Mais ouais, avec mon expérience d'animatrice et puis avec l'expérience que j'ai eue en m'entourant, et donc sans doute en faisant intervenir aussi régulièrement des pros, bah, pousser en fait ces petits groupes à aller plus loin dans leur écriture et à tenir. Donc tu vois, on est entre du coaching et de la formation. Je me situe un peu entre les deux. ouais, donc effectivement, la casquette de mentorat est pertinente sémantiquement, voilà. Bon, Mm. je suis pas forcément fan des étiquettes sémantiques, mais là, en l'occurrence, pour ça, ça fonctionne bien. Bon. Et bah, c'est trop cool, en vrai, c'est bien, de toute façon, on a besoin, ce que je te dis toujours, on a vraiment besoin de plus de gens qui aident d'autres personnes à écrire. Je suis sûr que là, il y a des gens qui nous écoutent qui vibent pas forcément avec moi, mais qui viberont beaucoup plus avec toi. Donc, c'est trop cool. Et, et bah ouais, fonce. Voilà. Ah bah, merci. En plus, t'as un parcours franchement inspirant. T'es passé par plein de problématiques d'auteurs et d'autrices. Donc, Mm. voilà, t'auras plein de belles choses à partager. Bah, je pense, Et ouais, t'as je les évoqué ai. le temps. Et Excuse-moi, ouais, ouais, je disais, enfin, moi, je les vas-y, ai. Au début de l'épisode, tu vois, on disait que c'était au niveau timing, c'est vrai, c'est chouette en un an et demi de se dire que t'as un roman que t'as mené au bout. Mais encore une fois, tu vois, c'est parce que je me suis entourée. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Ça, j'en suis. ouais, tout à fait. Tout à fait. On se, En fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand on décide ou pas d'être accompagné, en fait, on se projette dans le futur, mais on ne se rend pas compte de tout ce que va apporter le fait d'être entouré. Et moi, le plus beau compliment que j'ai reçu de quelqu'un, c'était de dire je ne me j'hallucine de la personne que je suis aujourd'hui. Ça aurait été inconcevable pour moi au moment où on s'est rencontrés. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas plus beau compliment quoi. Voilà, on sous-estime la puissance qu'a le fait de s'entourer en fait. Et je rebondis sur une dernière fois, et puis après, ça fait une heure, putain, ça passe vite, on s'amuse. Le, le temps est un problème que je traite dans l'intégralité des coachings, je pense. Et ce qui est assez intéressant, c'est que se cache derrière ces problématiques de temps, toujours pas forcément des problématiques de temps. Et
Et je pense que si je devais donner un conseil comme ça aux gens qui spontanément se disent j'ai pas le temps ou ce genre de choses, déjà je leur dirais d'arrêter de dire j'ai pas le temps et de dire j'ai pas pris le temps, que ça devient responsabilisant et quelque part il y a un petit hack mental qui peut Mm. fonctionner. Et après c'est de s'interroger sur c'est quoi dans la vie il y a des impératifs et pas d'impératifs. Donc c'est quoi vos impératifs? Ceux-là de toute façon vous pourrez pas les changer. Et ensuite de travailler sur ce qui n'est pas impératif, ce que j'appelle le temps libre. Et au regard de ce temps libre, se connecter à son rêve, quoi. Et là, quand on est face à son rêve et qu'on hésite entre écrire ou regarder Netflix, généralement le choix est vite fait. C'est très juste. Mais écoute, Reynaldine, merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu veux nous faire un dernier point sur ton roman, juste avant, comme ça sera la conclusion, ça sera une belle conclusion. Oui, bah, Embrasser l'autre rive. Donc, c'est l'histoire de Étienne qui a traversé l'océan Atlantique direction la Californie et qui va en faire des rencontres et trouver bah, un chemin différent de celui qu'il avait imaginé pour son avenir. Donc, si vous avez envie d'en apprendre plus, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Et bah, si le projet aussi vous parle, le projet d'entrepreneur, tout ce qu'il y a derrière vous parle, il y a la campagne Ulule qui a démarré donc le 6 octobre. Euh, et, vous pouvez aussi aller faire un tour et soutenir ce projet de plein de manières différentes, hein. Si vous n'avez pas forcément l'argent pour acheter le livre ou que c'est pas dans les romans que vous préférez, vous pouvez déjà en parler autour de vous. Ça va énormément aider à faire connaître ce premier roman. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et j'adore le Merci à titre. toi, Steph. Je le trouve très très évocateur avec tout ce qu'on a échangé. Je sens, en tout cas là comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de lecture entre guillemets sur ce embrasser l'autre rive. Et c'est très beau. C'est un très beau titre. Merci beaucoup.